Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes sur El Maralebia. Soyez les bienvenus et merci pour votre fidélité. Tout au long de cette semaine, nous avons déjà commencé hier dimanche et en ce lundi 7 août, nous allons revenir sur l'allocution, l'interview. On va parler de cette forme, bien évidemment, comme à chaque soir, de cette interview qu'a donnée Abdelmadjid Tebboune, président algérien, à la presse. On va revenir notamment sur la forme, je vous le disais, et sur les annonces, plusieurs annonces, des promesses qui ont été tenues notamment à 75%, sans détailler précisément ce qui a été accompli, en revenant notamment sur les 54 engagements qu'il avait annoncés dans le cadre de sa campagne électorale. Il y a ce problème de complot aussi qui revient souvent. On évoquera aussi l'amélioration des salaires et de leur augmentation à partir de janvier prochain. Il s'agit de 47% apparemment, même si, encore une fois, les choses n'ont pas été clarifiées lors de cette interview. Un président aussi qui aujourd'hui fait l'hérésie de plusieurs presses, beaucoup sur les réseaux sociaux, qui a évoqué cette pénurie de lentilles et de légumineuses, notamment les haricots blancs. On va revenir bien évidemment sur ces annonces. Autour des feux, bien évidemment, notre invité est avec nous ce soir, Abdou Samar. Il reviendra puisqu'il a aussi porté une analyse assez complète là-dessus. On va revenir aussi sur ces chiffres. À chaque fois, effectivement, il y a un président algérien qui a tendance à gonfler les chiffres, notamment sur les revenus, les exportations. Alors, au lieu de parler de 20 millions, il évoque 10 millions, 200 millions, pardon. Donc, c'est toujours un peu exorbitant, parfois incohérent. Et puis, il évoque aussi notamment l'équivalent en termes d'eau, 1,4 milliard de mètres cubes par jour d'eau à dessaler qui seront mis à disposition. C'est l'hérésie aujourd'hui sur les réseaux sociaux, puisque certains ont commencé à en dire d'ici quelques mois, Alger, Marseille se feront à pied, puisque ça veut dire que le bassin méditerranéen sera totalement vidé, si on l'en croit, notamment les chiffres et les éléments annoncés par le président algérien. Allez, sans plus tarder à nos invités, on a beaucoup de vidéos ce soir à diffuser. On va d'ailleurs demander à nos invités, comme à chaque fois, d'être réactif, dynamique, pour qu'on puisse aussi entendre le président algérien. Avec nous, analyste politique, docteur en sciences économiques, écrivain aussi. Il a publié dernièrement magnifique bouquin sur Slimane Azem, paix à son âme. Il est avec nous. Hassan Harej, bonsoir. Bonsoir Chaban, merci pour cette invitation. Bonsoir à tous vos invités, aux téléspectateurs et à votre équipe. Merci d'être avec nous. Le docteur Mohamed Lamine Chiban est militant politique de longue date en Algérie. Docteur, bonsoir. Docteur Mohamed Lamine Chiban qui va venir nous rejoindre dans quelques instants. Journaliste, confrère à Paris, directeur d'Algérie Part. Vous pouvez retrouver bien évidemment ses articles sur les réseaux sociaux, ses lives rediffusés sur sa chaîne YouTube aussi. Il est avec nous. Abdou Samar, bonsoir. Bonsoir Chaban, merci pour votre invitation et mes salutations à toutes les téléspectatrices et téléspectateurs de Maralebia. Merci de me consacrer. Je sais que je vais vous piquer quelques minutes avant de vous libérer. Journaliste aussi de longue expérience, Abdou Samad. D'abord, un mot sur la forme. Malheureusement, les Algériens n'ont pas la chance, l'opportunité de voir un chef d'État, un président, un jour, comme Abdelmadjid Tebboune, réellement se livrer au live et au direct dans le cadre d'une interview d'une telle importance, 1h45 quasiment, où il a évoqué un certain nombre de sujets. D'abord sur la forme, pourquoi est-ce que le président algérien ne fait pas du direct? Pourquoi est-ce que derrière on est obligé de monter et puis couper? D'ailleurs, le montage laisse à désirer, vous pouvez aussi en parler. Je crois que la réponse ne nécessite pas un grand savoir-faire ou une expertise de haute voltige. Vous voyez bien que déjà on enregistrait les dégâts, les incohérences, les fake news, les fausses informations, les erreurs monstrueuses de Abdelmadjid Tebboune. Ça, c'est en enregistré, c'est-à-dire que c'est une version qui a été revue, il y a eu du montage, supprimé, amélioré, etc. Alors imaginez Abdelmadjid Tebboune en direct.
On a bien vu en direct au Forum de Saint-Pétersbourg les maladresses dont il est capable. Il peut nous sortir des conneries magistrales. Genre, rappelez-vous de la grimace de Vladimir Poutine, quand Vladimir Poutine avait annoncé, quand Vladimir Poutine avait réagi de façon totalement, avec beaucoup de stupéfaction, lorsque Tebboune le traite d'ami de l'humanité. C'est-à-dire, les partisans même de Poutine n'ont pas osé utiliser des qualificatifs aussi forts. En fait, c'est une version enregistrée parce que Abdelmadjid Tebboune est un gaffeur. C'est quelqu'un qui aime parler. C'est un grand communicatif. Il a toujours été comme ça. Il a toujours été, comment on dit, quelqu'un qui aime parler, qui aime sympathiser, qui est populaire, qui aime communiquer. Sauf que la parole présidentielle, elle est différente de la parole d'un ministre, de la parole d'un politique. Exactement. Justement, je vous lance aussi là-dessus un peu. Ce qu'on dit. Oui. Je vous lance un peu aussi là-dessus, avant d'évoquer le contenu. Comment on peut expliquer qu'un chef d'État, comment vous trouvez ces expressions, les mots qu'il emploie, les formules? C'est vrai qu'aujourd'hui, il est en train de... Les énormités en termes de chiffres, je vais vous demander effectivement un peu ce qui vous a choqué, ce qui vous a surpris, mais c'est vrai qu'on entend un président de la République du plus grand pays d'Afrique du Nord parler de haricots, de légumineuses, d'évoquer de jurer aussi sur un plateau de télé. On l'écoutera tout à l'heure en disant voilà, je vous jure que si on les attrape, ils s'en souviendront. Pourquoi est-ce que le président algérien s'exprime de la sorte à chaque fois? On se souvient aussi que entre deux portes, il proposait à un représentant de lui fournir notamment des canadaires. Comment vous exprimez les formulations du président algérien? Un gros problème, c'est son entourage. Un gros problème, un très très gros problème, c'est vraiment son entourage. Abdelmadjid Tebboune n'a pas de conseiller. N'a pas de conseiller en communication qui l'écoute. Personne n'arrive à lui imposer une certaine discipline, une certaine rigueur. Personne n'arrive à lui imposer un certain esprit d'analyse. Abdelmadjid Tebboune, il se comporte comme s'il était encore candidat, comme s'il était encore un simple politique, comme s'il était encore un chef de parti ou comme s'il est en campagne électorale de façon permanente. Personne ne lui a fait du coaching pour lui dire que maintenant il est chef d'État, il engage l'avenir d'un peuple, il engage la parole d'un peuple, il engage la crédibilité d'un État. Il a de très très mauvais conseillers. Quand on compare les conseillers d'Abdelmadjid Tebboune actuels avec les anciens conseillers de Abdelaziz Bouteflika, il y a un monde de différence. Au niveau du parcours, au niveau du CV. Je peux vous donner quelques exemples. Vous avez quelques journalistes de Shorouk et de Jazair News ou de Jazair qui sont aujourd'hui conseillers à la présidence et chargés de mission en traitant des dossiers très très sensibles. Ils étaient d'ailleurs des journalistes de piètre qualité ou de parcours très très modeste. On ne peut pas leur confier des dossiers très sensibles au plus haut sommet de l'État. Il y avait un des anciens conseillers d'Abdelmadjid Tebboune était un facteur, Abdelhafid Allahom. Le seul qui est rusé, il a un peu de niveau, il est un peu instruit, etc., c'est Boualem. Son chargé des affaires, le chargé des affaires judiciaires. Le directeur de cabinet, Abdelaziz Khelef, ancien ministre des Finances, il est très âgé, mais ça va, il a un parcours respectable. Mais à part 2 ou 3 personnes, donc Abdelmadjid Tebboune souffre d'un vide intellectuel abyssal. Donc quand vous avez de mauvais conseillers, qu'est-ce qu'un président? Il faut savoir qu'un président, il décide selon les données qu'on lui communique. Si on lui communique des fausses données ou de mauvaises données, il va prendre de mauvaises décisions. Et les données lui arrivent ou lui parviennent d'abord à travers son entourage et ses collaborateurs directs. Mais on a l'impression qu'on a peut-être, parce qu'à force d'en donner des interviews, à chaque fois, c'est vrai qu'il y a des énormités. On se pose cette question sur ses conseillers. Derrière, il n'y a pas un mea culpa qui est fait, un remaniement des équipes qui travaillent autour de lui. Est-ce qu'on a envie de lui mettre des bâtons dans les roues ou est-ce qu'on a envie vraiment qu'il passe pour une marionnette? Est-ce que derrière, on lui dit tu y vas et c'est comme ça et pas autrement? Non, c'est faux. Il est à l'origine de toutes les décisions. C'est lui qui choisit les formats d'interview. Abdelmadjid Tebboune, c'est quelqu'un de très autoritaire, de très dictatorial. Il n'écoute pas, il n'aime pas la contradiction. Il n'aime pas qu'on lui dise ce qu'il doit faire. Il se considère comme quelqu'un de très expérimenté, comme un cadre qui a tout vécu, qui a roulé sa bosse. Il croit qu'il a la science infuse. Il n'écoute pas beaucoup les gens. C'est lui qui décide de tout. Et c'est lui qui veut telle interview. Voilà ce qui doit être dit. Voilà ce qu'il faut qu'il dise. D'ailleurs, il a eu beaucoup de problèmes avec les médias étrangers à cause de ça. Les médias étrangers ont beaucoup de difficultés à l'interviewer.
l'énerver parce qu'il veut imposer certains formats qui n'obéissent pas à certaines normes professionnelles. Non, lui-même, il aime parler, il aime occuper l'espace médiatique. Il veut être là, il veut être présent, il veut susciter le buzz, il veut des fois choquer, c'est un provocateur, il aime la polémique. Tout ça, c'est son tempérament. Hein. C'est sa personnalité. Alors, il aime la polémique, il aime être présent. Qu'est-ce qui vous a surpris un peu dans tout il a dit pas mal de choses. Je vous laisser vraiment peut-être nous énumérer deux, trois points avant de vous libérer. D'abord, vous avez fait une analyse autour de ses réponses autour du feu, hein, parce que pour lui, limite l'Algérie a, grâce à ses moyens, à limiter les dégâts cette année, alors qu'il y a quand même officiellement 34 morts, des blessés, des chocs psychologiques. Il a évoqué aussi le fait que 2021, les leçons ont été tirées depuis. Bon, d'abord, voilà, je sais que vous avez une explication, une analyse derrière, et ça, c'est important que vous nous la donniez en direct sur El Maralbia. Et puis, peut-être que deux, trois autres choses vous ont choqué. Il y a ce complot, hein, qui revient toujours. Est-ce qu'on ne bassine pas de trop encore en 2023 les Algériens avec cette histoire de complot, alors qu'ils aspirent à un développement pour pouvoir vivre dignement dans leur pays? Moi, ce qui me choque le plus, c'est que c'est un président déconnecté du réel. Il vit dans son palais, par son entourage. C'est le syndrome du roi choyé, chouchouté par son entourage, et personne ne veut lui dire la vérité. Tout le monde lui fait des courbettes ou lui courbe les chines. Tout le monde lui fait des éloges et des louanges. Il est complètement déconnecté de la réalité de son peuple. Je vous rappelle quand même, c'est qu'il n'a même pas été à Tizi Ouzou, à Bdjaya depuis 2021. Il n'a visité aucune des wilayas qui a été endeuillée par les incendies et les feux de forêt. C'est quand même la première fois qu'on voit un État, pendant 3 années successives, il y a eu des dizaines de morts, et le président, le chef d'État de ce pays, ne se déplace même pas pour voir sa propre population, pour parler avec ses préoccupations, pour l'écouter, pour leur présenter leurs condoléances, pour prendre dans ses bras des orphelins, des blessés, des personnes qui ont tout perdu, etc. Ça, c'est quand même extrêmement choquant. Je rappelle que Abdelaziz Bouteflika, quand il était au pouvoir, le séisme de Boumerdès, il était là. Qu'on le veuille ou non, il a visité quand il était en bonne santé. Abdelaziz Bouteflika a fait le tour du pays, il n'a pas laissé une seule wilaya, les bains de foule, les meetings, etc. Rappelez-vous de ses 2 premiers mandats jusqu'à son 3e mandat, il était présent. Abdelmadjid Tebboune n'est pas présent sur le terrain. Il assiste à des exercices militaires, il préside au Conseil de sécurité et fait des interviews. Le peuple a retrouvé sa citoyenneté aussi, il y a le Hirak depuis. Je ne parlerai pas de citoyenneté. Je crois qu'un président doit être connecté à son peuple. Il n'est pas connecté à son peuple. Mais est-ce qu'il peut être connecté? Je voudrais que vous réagissiez sur les feux judains. Mais est-ce qu'il peut aujourd'hui, Abdelmadjid Tebboune, il est en train d'essuyer un peuple il est en train aussi de faire face à un peuple qui est en effervescence, qui n'en peut plus. Le Hirak c'est une question qui se pose, mais a subi quand même un certain nombre d'éléments pour le stopper. Mais il a dû faire face il fait encore face aujourd'hui à ses revendications, ce qui n'était peut-être pas le cas du temps de l'ancien chef d'État. Oui, mais Abdelaziz Bouteflika aussi, en 2001, il a eu une révolte des plus dures, la révolte de printemps berbère. Ça ne l'a pas empêché d'être sur le terrain et d'occuper le terrain. En fait, Abdelmadjid Tebboune, il y a du mépris vis-à-vis des classes populaires. D'ailleurs, regardez dans son interview, il parle de classe moyenne. Il n'a jamais parlé de classe populaire. Il n'aime pas la rue. Il a du mépris pour la rue. Ou parce que la rue l'a contesté, le Hirak qui lui tient rigueur, ou parce qu'il a peur de la rue, ou tout simplement, moi je pense, mon analyse à moi, ce que je connais du personnage, ce que mes sources, ce que mes informations les plus recoupées, les mieux recoupées, les plus confirmées me disent, en tout cas me permettent de conclure, que c'est quelqu'un qui n'a pas besoin du peuple. Il se considère comme président de facto. Il croit que c'est son destin d'être président, il croit que c'est son destin de rester président. Il est dans une architecture du pouvoir pyramidale. Sur les feux de forêt, il a dit quand même que des contre-vérités. Quand il dit que nous n'avons pas trouvé d'avion anti-incendie, c'est faux. C'est lui qui a fait le choix de donner à l'armée d'acheter uniquement auprès de la Russie. Mais on sait tous que la Russie n'était pas capable de livrer des avions, qu'elle n'en avait pas les capacités industrielles ni logistiques puisqu'elle était en guerre. Jamais de la vie, on s'est adressé aux Canadiens, aux Américains, aux Chinois, aux Japonais ou ailleurs pour trouver d'autres moyens, d'autres avions anti-incendie. On sait qu'en 2022 comme en 2023, l'Algérie a rompu des négociations avec l'Espagne, alors que l'Espagne a une très bonne flotte de Canadair qu'elle avait proposé de nous louer des avions. Et que les autorités algériennes ont arrêté, ont suspendu ces négociations parce qu'il y a une crise diplomatique avec l'Espagne, parce que l'Espagne a fait le choix de soutenir le Maroc dans le dossier du Sahara occidental. Ce sont des choix politiques qui ont privé l'Algérie d'avions anti-incendie.
C'est ça la vérité qu'on ne veut pas dire. Donc lui qui dit nous n'avons pas trouvé d'avion sur le marché mondial, c'est pas vrai. Il y a plusieurs fabricants où il y a des possibilités de louer. L'Algérie n'a pas exploré toutes les pistes de solutions. Et puis la question principale, pourquoi il y a toujours plus de morts en Algérie qu'ailleurs? Pourquoi en Grèce il n'y a eu que 5 morts? En Italie il n'y a eu que 5 morts et chez nous il y a toujours une trentaine, une quarantaine de morts. C'est quoi sa réponse? Parce que nous les forêts sont peuplées. Mais franchement, un président, comment il peut parler comme ça? En Grèce, il y a des villages, il y a autant de villages en Sicile qu'en Kabylie. Il y a autant de villages et de localités montagneuses en Grèce qu'en Kabylie. Nous avons vu qu'en Et on Grèce, rappelle qu'en Grèce et en Italie, on menaçait des stations balnéaires. Souvent, ce sont des intervenants professionnels. Un mot sur, je sais que vous analysez beaucoup sur ces questions-là, les questions sécuritaires, notamment autour du corps militaire. Une interview où il donne beaucoup de temps à l'armée et consacre beaucoup de temps encore à ces complots, à cette Hissaba qui est présente, à ces personnes qui en veulent au pays. C'est tout de même un message rébarbatif depuis plusieurs années, depuis plusieurs décennies. On ressort la même sauce au peuple algérien, à la jeunesse algérienne qui certainement ce soir-là avait envie d'entendre autre chose, peut-être la liberté d'expression, des questions sur les haragas, les universitaires, l'éducation, etc. Mais cette question du complot, pour vous, elle existe encore ou c'est vraiment pour faire diversion? C'est pas pour faire diversion, c'est juste on cherche des boucs émissaires pour masquer la réalité de l'échec du bilan. Majid Tebboune a un très mauvais bilan. 4 ans au pouvoir, pas de projet, chômage qui explose, la misère sociale, appauvrissement de la population du pays, la vie n'a jamais été aussi chère, l'inflation n'a jamais été aussi élevée, la répression n'a jamais été aussi dure, les prisons n'ont jamais été remplies, aussi bien remplies de militants et d'opposants pacifistes, des condamnations à mort, le pays il est sur le plan diplomatique, on a des problèmes avec tout le monde. On est en train de rallier le camp de la Russie alors que je ne vois pas l'intérêt de notre pays d'être dans le camp de la Russie alors que le partenaire le plus stratégique sont en Occident. On a des problèmes avec les Espagnols, on est en bord de la guerre avec le Maroc, on est entouré de conflits et de problèmes. Je veux dire, il n'y a pas un nombre positif au tableau. Donc, alors, pour masquer l'échec, pour dire, ah là, il y a la Aïsaba. C'est qui cette Aïsaba? Je sais pas. Maintenant, il y a plusieurs Aïsaba. Il y a la Aïsaba du Hadès, la Aïsaba des légumes secs, la Aïsaba du climatiseur, la Aïsaba du sucre, de l'huile. Ça traduit, en fait, la décrépitude, le déclin du niveau intellectuel de la classe dirigeante en Algérie. Et du débat, il faut pas mentir, même au sein de l'opposition algérienne, il y a une problématique de niveau intellectuelle. Quelle est la formation politique qui produit un niveau intellectuel de qualité en Algérie aujourd'hui? Quel est le discours politique? Où est-ce qu'on peut trouver un discours politique intellectuellement de qualité aujourd'hui dans notre pays? Nulle part. C'est bon que le syndrome de ce déclin généralisé qui a commencé depuis la crise politique de 2019. En 2019, on a vu des millions de personnes danser dans les rues, chanter, etc. C'était un beau mouvement. On pensait que c'était ça la véritable Algérie, qu'elle était dynamique, etc. Et ben finalement, ce n'est que des apparences. Dans le fond, il n'y a rien. Où sont les intellectuels algériens qui écrivent, qui dénoncent? Où sont les écrivains? Où sont les produits? Où sont les cinéastes? Où sont les journalistes? Même les opposants, on est une petite, les journalistes qui parlent, on est une petite poignée. Plus personne ne parle, tout le monde a peur, tout le monde est terrifié, il n'y a pas de livres intéressants qui sortent, il n'y a pas de documentaires, il n'y a pas de grosses enquêtes, il n'y a pas de production intellectuelle. C'est ça la vérité de notre pays aujourd'hui. Et c'est normalement, on devrait remédier à tout cela pour construire une véritable nouvelle Algérie, mais ça, c'est un débat qui mériterait toute une autre émission, mon cher confrère. Merci infiniment. Merci, cher confrère. Merci, Abdou Samar, journaliste, rédacteur en chef Algérie Part. On vous retrouve sur vos réseaux sociaux, votre page YouTube. Bonne soirée à vous. Dans un instant, donc, on donne la parole à Hassan Halache et Mohamed Amin Chiban. On va écouter donc ici le président algérien qui dit tout simplement allez-y, sortez dans la rue, mobilisez-vous les partis politiques, n'hésitez pas, la rue est à vous. Mais on en parle dans un instant parce que la réalité, malheureusement, elle est totalement différente. أنا موافق. كل ما يدعم الجبهة الداخلية مرحبا به. اليوم الجبهة الداخلية من الناحية الاجتماعية أعتقد أن الحكومة وكل من يهمهم الأمر أمورها ماشية، يعني ما عندناش نزاعات قوية، ما عندناش نزاعات اجتماعية، ما عندناش. من الناحية السياسية أنا موافق كل الأحزاب، هما تفضلوها انت هالشارع
نجند وندير المنهج نتاعنا احنا المنهج الوطني، الخط الوطني هذا ما كان. انا كل ما هو خط وطني راني معاهم، كل ما هو خط اجنبي انا خاطيني، ما يديرونيش في حسابهم. Hassan Helech est avec nous. Rebonsoir, cher Hassan Helech. Merci d'avoir patienté après cette petite quinzaine de minutes avec notre première invité. Hassan Helech, on vient d'entendre ici, on va essayer comme ça de diffuser toutes nos petites vidéos justement pour aussi entendre en parallèle le chef de l'État algérien. On vient d'entendre un président qui dit clairement allez-y. Puis d'un point de vue aussi général, vous pouvez réagir sur ce que vous avez entendu, parce qu'on sait qu'aujourd'hui tous les partis politiques dits réellement d'opposition sont intimidés, difficile d'avoir une salle, d'avoir accès, de se réunir. Puis d'un point de vue général, ce président, dans une interview enregistrée, vous l'avez trouvé comment, les éléments qu'il a pu donner? Il nous parle aussi d'éléments parfois très populaires, un peu, qui ne relèvent pas spécialement de son champ d'intervention parfois. Écoutez, je crois qu'on oublie trop vite dans quel pays nous sommes. L'Algérie est une république démocratique et populaire, ce qui veut dire qu'elle s'inscrit encore dans l'idéologie globale où il y avait les deux camps, Union soviétique et Occident, et l'Algérie s'est toujours inscrite dans le cadre justement tout le temps aligné sous le parapluie de Moscou. Et dans ce cas-là, évidemment, il n'est pas possible de parler librement, de permettre aux partis politiques, aux journalistes, aux syndicats, aux militants de tous bords, etc., de s'exprimer. Quand il invite les partis politiques à sortir, à manifester, etc., ok, c'est très bien, mais qu'il les invite déjà à contredire sa parole dans la même télévision, dans la même chaîne, juste après son discours, qu'il invite des journalistes qui peuvent le contredire, qu'il donne la parole libre aux militants, qu'on puisse critiquer effectivement son programme, si programme il y a, qu'on puisse avoir tout simplement la possibilité d'être un Algérien libre, ce dont on rêvait tous nos pères et nos grands-pères qui sont morts pour la libération de ce pays-là. Je pense qu'il ne faut pas se tromper ni de pays ni d'époque. Nous sommes encore sous l'emprise de l'idéologie soviétique. On le voit d'ailleurs en Russie. Poutine essaye de réhabiliter par tous les moyens le régime stalinien, en arrêtant les opposants, en arrêtant les journalistes, en mettant sous une coupe réglée tout ce qui peut être contre sa politique et en créant des désordres dans les pays qui l'environnent et même en agressant ses voisins, etc. Donc nous aussi, en tant que République algérienne démocratique et populaire, il ne faut pas l'oublier, une démocratie populaire, c'est ça, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule parole et qu'il n'y a pas possibilité donc à l'opposition de s'exprimer. Donc il est dans son rôle, il est en train de parler et d'assumer son rôle d'une démocratie populaire. Restez avec nous, Hassan Helech. On va donner la parole à Mohamed Lamine Chiban dans un instant. Le président algérien qui dit « Oui, je suis le premier syndicaliste. Je suis pour la défense des employés, des ouvriers. » On va parler du pouvoir d'achat, de l'augmentation aussi des salaires dans un instant. On l'écoute. إذا ماكش راضي عليها قول لي علاش، نتفاهموا، نتفقوا في المنهجية، نتفقوا في أنا الشيء اللي ممكن يخلق شرخ في المجتمع هي الأمور الاجتماعية، لما يكون فيه غضب شعبي، لما يكون فيه اليوم أول نقابي هو أنا، بعض الأمور درناها ما طلبها حتى واحد، لأن النظرة هو أن ثروات نعيد توزيع ثروات تاع البلاد بقسطاس. Mohamed Lamine Chiban, bonsoir cher docteur. Salam, Akhi Chaban, je salue vos deux invités et je salue toutes celles et ceux qui suivent le Magharibiya.
Merci infiniment pour vos messages toujours aussi agréables et sympathiques. Docteur Mohamed Lamine Chimane, d'abord vous êtes médecin, citoyen algérien, vous êtes en Algérie. On entend un président qui dit mobilisez-vous, allez-y, je soutiens, je suis le premier syndicaliste, donc je suis le premier à être proche donc des ouvriers, des employés du peuple. Alors bien évidemment, malheureusement, il n'a pas face à lui aussi, avec tout le respect que je dois aux confrères de la presse qui sont face à lui, ils auraient pu un peu le titiller, le pousser, parce que là il y a vraiment de quoi faire. Quand vous entendez ça, ça vous fait sortir de vos gonds, vous êtes en colère quand on voit le pouvoir d'achat, le quotidien, les entreprises, la situation des partis qui n'arrivent pas à travailler aussi en Algérie. Oui, tout à fait. Et je soutiens et je suis tout à fait d'accord avec M. Abdou Sommar. Quand le peuple est terrorisé, je cite une citation de Karl Popper. La vénération du pouvoir est le résultat de la peur. Les gens ont peur. Ils vénèrent un pouvoir. Et là, je reprends aussi une citation de Peter Gabriel. Quiconque a le pouvoir de se faire entendre a le devoir de parler. Il faut justement parler. Ce serait très beau, M. Tebboune, de nous autoriser à nous manifester. Mais nous avons besoin de médias crédibles qui évoluent dans un climat de liberté. Autrement, comment voulez-vous qu'il y ait, avec une presse muselée, avec des harcèlements, des interpellations, avec des réseaux sociaux qui sont surveillés, les haragas qui meurent en mer et qu'on ne dit pas un mot, l'augmentation des prix des produits alimentaires, nous attendons toujours ces véhicules, cette tension sur l'importation des véhicules. Il y a ma vie, effectivement. Et là, justement, ce serait trop beau pour croire. Et là, mais Mohamed Lamine Chimane, il vit où là quand on écoute et on décortique vraiment, d'ailleurs pour le coup vous allez pouvoir retrouver au sein de l'ENTV ou sur le site de l'APS, Agence Presse Service officielle algérienne, vraiment des parties très précises qui sont décortiquées. Quand on l'entend et qu'on l'écoute et qu'on essaye de comprendre, mais il ne vit pas, ce chef d'État, ce président algérien ne vit pas du tout dans le même pays où, à un moment donné, on sort encore une fois d'un drame, et encore une fois, je le dis chaque soir, et je souhaite que ça s'arrête là parce qu'il fait très chaud, l'été n'est pas terminé. Un pouvoir qui n'a pas su faire face, encore une fois, à des incendies pour en perdre la vie de plusieurs frères et sœurs algériennes. On a l'impression qu'il ne vit pas du tout dans le même pays que nous vivons, que nous connaissons au quotidien. J'aurais aimé justement que ces conseillers, ces plus proches conseillers puissent le mettre au parfum de la réalité. Vous savez, Monsieur Chaben, John Krakauer dit il y a tant de gens qui ne sont pas heureux. On n'est pas heureux. Nous existons, mais on ne vit pas. Et qui pourtant ne prennent pas l'initiative de changer. Justement parce que nous avons peur. On ne peut pas prendre cette initiative de changer la situation, puisque nous sommes donc conditionnés à vivre dans la sécurité et le conformisme. Et je soutiens encore une fois M. Abdou Sommar. Quand vous parlez avec l'élite, il vous le cratine. Il n'y a pas, le cadre n'est pas encore approprié pour discuter. Nous avons peur. Et c'est là, justement, c'est la seule chose qui permet au mal de triompher, comme le disait Sigmund Berg, c'est l'inaction des hommes de bien. Les hommes de bien, ils sont là, ils sont présents, mais ils ont peur. Et le monde va mal. Pourquoi ? Parce que ceux qui font du mal, à cause de ceux qui font du mal, mais surtout, on laisse faire, comme le disait Einstein. Alors là, le président Tebboune, il parle de la Isaba. Il me fait rappeler la déclaration de l'ex-premier ministre qui se trouve en prison, le vendeur de lingots d'or au soir pour Saïd, quand il disait le terrorisme résiduel. Le terrorisme résiduel. Alors là, M. Tebboune parle de la Isaba qui tente toujours de semer l'anarchie au sein de la société. Je reprends ces dires à travers... C'est exactement. Et puis on se pose la question aussi, pourquoi à un moment donné, le pouvoir...
n'arrive pas à faire face. Je reviens à vous, docteur Mohamed Lamine Chiban. Le pays est métamorphosé, un pays qui avance à pas vers l'excellence. Ce sont des mots qu'on entend maintenant depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Une interview c'est la question qu'on se pose aussi ce soir. Est-ce que Abdelmadjid Tebboune n'est pas déjà en lice pour 2024? Un pays qui dépasse tous les pays, plus personne ne peut rattraper l'Algérie, un pays qui se développe à grande vitesse. Alors, la vidéo devrait... Ah voilà. يعني يقول لك ندعم الوحدة الوطنية وندعم متفقين الوحدة الوطنية لازم ندعمها يوميا مش بعمل حزبي برك يوميا. كنا هضرنا على الناس المغرور بهم، جريدة تقول كلمة حلوة، واحد اللي فاهم الأوضاع يضاد بعض السلبيات إلى آخره. الجزائر في تطور كبير وتجاوزت كل الناس صراحة. الناس تجاوزتهم، الشارع تجاوز كل الناس، شارع من الحراك المبارك كما سميناه إلى يومنا هذا شارع انسجم مع سياسة ما ولا واحد يقدر يحولها كلها هكذا. Hassan Hiresh, vous avez encore ici entendu Abdelmadjid Tebboune qui annonce ici vraiment un pays, d'ailleurs c'est le titre de l'émission, 75% des 50 engagements qu'avait évoqué donc Abdelmadjid Tebboune pendant sa campagne et quelques mois après son investiture. L'Algérie aujourd'hui, pour vous, économiquement parlant, vous êtes docteur en sciences spécialisées en économie. Il est aussi très très convaincu que le pays puisse intégrer le BRICS. C'est un président aussi qui annonce souvent des chiffres de 20 millions, ça passe à 200 millions. On va l'écouter dans un instant lorsqu'il parle notamment de ces 1,5 milliard de mètres cubes qui seront épurés, dessalés, qui seront rendus potables dans les mois à venir. Hassan Hiresh. D'abord, j'aurais voulu qu'il parle en anglais pour que je puisse mieux comprendre son discours, parce que vous savez que l'anglais va devenir cette année, à partir de septembre, la langue de l'enseignement. Donc j'aurais mieux compris que le Fosha. Ça, c'est pour juste une petite plaisanterie, mais malheureusement qui reflète totalement la réalité. Alors, quant au discours du chef d'État, je vais vous dire, j'insiste sur le fait qu'il est tout à fait dans son rôle de faire illusion, de donner des chiffres farfelus, de faire croire effectivement qu'on est dans un paradis terrestre et que tout se passe bien, qu'il n'y a aucun problème, et que si on avait ça serait seulement l'ennemi de l'intérieur, l'ennemi surtout de l'extérieur, etc., mais sans que cet ennemi soit désigné. Donc tout le reste, effectivement, c'est du... Mais le rôle qu'il joue là, c'est quoi? C'est pour créer la zizanie, la cacophonie, pour faire diversion. Ça ne marche plus. On parle d'1,4, enfin plus d'1 milliard de mètres cubes d'eau qui seront épurés et dessalés par jour pour rendre cette eau potable. C'est l'hérésie là depuis ce matin, où certains disent mais d'ici une année, Alger, Marseille se feront à pied pour dire que le bassin méditerranéen sera totalement vidé. Il n'a pas de conseiller, il ne connaît pas ces dossiers à ce point-là pour à un moment donné passer pour quelqu'un qui maîtrise pas ces dossiers. Enfin, c'est. Vous savez, on est dans une politique de flagornerie. Donc, qu'il ait des conseillers ou pas, ça sera toujours la même chose. Il tient un discours qui lui fait plaisir. On est encore une fois exactement dans une configuration d'une démocratie populaire, c'est-à-dire qu'on entend ce discours-là dans des pays comme la Corée du Nord, comme la Russie, comme le Venezuela, etc., et dans les ex-pays de l'Est. Donc, il ne faut pas s'étonner que tout soit exagéré, que tous les chiffres, effectivement, soient gonflés. On est dans un pays Potemkin. Et on essaye de faire illusion, de faire
croire qu'effectivement, ça y est, l'Algérie s'en sort, c'est une grande puissance, économiquement tout va bien, d'un point de vue éducatif tout va bien, les hôpitaux vont bien, on a les meilleurs hôpitaux en Afrique, peut-être même, vous voyez bien que d'ailleurs tous les étrangers viennent d'Europe, des États-Unis, etc., viennent se faire soigner à Alger, à Oran-Constantine, etc., et que nous avons un tourisme sanitaire comme ça se passe dans certains pays d'Europe ou d'Amérique, etc. Donc tout ça, effectivement, c'est un discours bien connu, bien rodé, qu'on retrouve dans tous les livres qui ont été écrits par les opposants russes, les opposants à l'Union soviétique et à la Russie aujourd'hui, et qu'on retrouve dans tous les bouquins d'opposants algériens qui malheureusement ne peuvent pas s'exprimer dans leur propre pays. À partir du moment où il n'y a pas une presse libre, qu'il n'y a pas une justice libre, que les institutions sont sous la coupe justement d'une poignée de décideurs, on aboutit effectivement à ce genre de discours. On sait très bien que le système bancaire est totalement bancal, que le système éducatif est sinistré. On sait très bien qu'aujourd'hui, il y a des pénuries pour tous les produits de première nécessité. On parle effectivement de haricots, de machin, de semoule, de blé, alors qu'on devrait parler aujourd'hui de drones, de l'espace, des avions, des industries automobiles, des industries navales, etc., etc. Donc aujourd'hui, on en est encore dans Tchikchouka, Khalota. Donc, Sabah, effectivement, qui est présente pour Abdelmadjid Tebboune à tous les niveaux. Il parle énormément de complots, des personnes qui en veulent à l'Algérie, à l'intérieur, qu'à l'extérieur. C'est une question que je posais tout à l'heure à Abdou Sammal. Selon vous, c'est pour faire de la diversion, c'est parce que le pays est réellement en danger et que le pouvoir actuellement, malgré la puissance, parce qu'on parle d'Abdelmadjid Tebboune, son chef d'état-major, Saïd Chengleha, parle de puissance quand même régulièrement, mais c'est un pays tout de même qui n'arrive pas quelque part à mettre fin, à éradiquer cette Hisaba, et c'est vrai qu'on peut en rire, mais aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a un problème, c'est une Hisaba qui arrive pour notamment engendrer ses conséquences néfastes pour le pays. Vous savez, ce qui peut éradiquer la Hisaba, ce ne sont pas des discours, quels qu'ils soient, y compris des discours de vérité. Ce qui peut éradiquer la Hisaba, c'est une presse libre et une justice libre. Un contre-pouvoir. Pardon ? Un contre-pouvoir en somme. C'est vrai que là, sur la forme, c'est choquant, mais Abdelmadjid Tebboune n'a personne en face de lui en lui disant « mais qu'est-ce que vous nous racontez 20 millions, c'est 200 millions, plus d'1 milliard, 1,5 milliard de mètres cubes par jour de dessalement d'eau. » Enfin, c'est vrai que les journalistes en face auraient pu faire preuve un peu mais ils n'ont pas pu le faire certainement. Donc il n'y a pas de contre-pouvoir. Abdelmadjid Tebboune et son pouvoir sont seuls en Algérie. C'est tout à fait le problème de l'Algérie et des pays de dictature. À partir du moment où on ne peut pas contredire un homme officiel, qu'il soit le chef d'État, qu'il soit un wali, qu'il soit un ministre, qu'il soit un général, etc., et que le discours est à sens unique, effectivement, l'Algérie peut aller très très mal, et puis nous, on peut présenter un pays qui va très bien. Donc, tout le monde connaît les problèmes quotidiens algériens. C'est-à-dire, au niveau économique, il n'y a absolument rien. Il y a un chômage endémique. C'est une des raisons qui fait que les jeunes de chez nous se jettent dans la mer pour essayer d'aller trouver un avenir meilleur chez les voisins. Qu'il y a aujourd'hui beaucoup de pauvreté, la mendicité, on a une inflation absolument galopante. On sait très bien aujourd'hui que tous les chiffres autour du chômage, autour de l'inflation sont faux, dans la mesure où, de toute façon, les statistiques ne sont pas réalisées de façon absolument libre par des experts, mais ils sont tout simplement réalisés par des politiques. C'est à peu près, c'est à la louche.
Donc aujourd'hui, on observe autour de soi qu'effectivement, les jeunes n'ont pas accès à la formation, ils n'ont pas accès aux emplois, ils n'ont pas accès à des stages qui puissent leur ouvrir des horizons. Nous sommes malheureusement un pays totalement sinistré. Il y a des éléments effectivement absents de cette du désert, il y a la guerre des langues, aussi bien au niveau politique, au niveau des écoles et des universités. Le système bancaire est bureaucratisé. C'est le pouvoir qui fabrique les milliardaires à partir du moment où il n'y a pas de véritable marché, mais tout est fait de gré à gré ou presque tout. Je reviens à vous, Hassan Helache. On va justement écouter une des énormités incomprises, c'est le cas de le dire, excusez-moi, plus d'1 milliard de mètres cubes d'eau épurée dessalée par jour. On écoute le président, on fait réagir juste derrière Mohamed Lamine Chibane. تغلبنا على النيران وصلنا احنا البلد اول في افريقيا البلد الثالث في العالم العربي لما ننتهي المحطات نوصل الى 1,400,000,000 متر مكعب يوميا. السكن ما يقدرش يتوقف. نوصل الى 1,400,000,000 متر مكعب ونزيد لما نوصل 2,500,000,000 متر مكعب انتهينا مع مشكل الجفاف ان شاء الله. Mohamed Lamine Chibane, docteur militant politique, est avec nous ce soir depuis le début de l'émission d'Algérie. Docteur, encore une fois, ici, on a un président algérien qui est tout de même bien droit dans ses baskets, comme on le dit, qui a un ton assez ferme, qui pense connaître des éléments. D'abord, voilà, il parle d'une amélioration des salaires et de leur augmentation. Alors, on parle de 47%. Là, il évoque plus d'1 milliard de mètres cubes dessalés épurés par jour. Et puis il y a aussi ces 6 000 kilomètres de chemin de fer qui devraient arriver. Il faut savoir que si je ne me trompe pas, en 1962, à l'indépendance, l'Algérie possédait 5 000 kilomètres de chemin de fer, et entre 62 et 2023, il y a eu 1 300 kilomètres supplémentaires. Donc il y a vraiment du chemin, sans faire de jeu de mots, il y a vraiment du chemin à faire ici. Quand le président algérien Mohamed Lamine Chibane envoie et balance des éléments comme ça à toute une nation, à tout un monde entier qui l'écoute, vous réagissez comment sur ces énormités qui ne sont pas possibles en soi? Je ne peux vous dire ni commentaire sur ce qu'a dit le président, sur les chiffres qu'il a avancés, mais ce qui est sûr, c'est que nous avons été classés il y a 2 ans parmi les 5 pays au monde qui ont soif. Maintenant qu'il y ait des stations de dessalement d'eau, c'est bien, c'est vrai, ça coûte très cher, mais j'espère que d'ici là, parce que depuis le temps qu'on parle que Alger n'aura plus de pénurie d'eau, ça remonte à plus de 20 ans. Mais ça perdure. Je suis là à Inmlila, il n'y a pas d'eau, ça coupe. J'ai ma fille qui se trouve à Douaouda, c'est la même chose. J'ai passé l'Aïd à Amchedala, du côté de Chorba, à Bura, c'est la même chose. Bon, nous vivons vraiment une situation désastreuse. Écoutez, mon ami Chahben, il faut assumer nos responsabilités et s'éloigner d'une politique utopiste. Il faut être réaliste. Assumons nos responsabilités, retroussons nos manches et ne plus parler de complot. Complot pour les pénuries, complot pour les incendies. Qu'importe qu'il y ait incendie. Ce qu'il faut, c'est comment gérer. Et justement, tout à l'heure, M. Abdou Samar avait parlé des milliers d'hectares qui sont partis en fumée en Grèce, en Italie. Parce que vous savez que l'année passée, nous avons perdu 5 000 hectares et nous avons eu 40 morts. Alors qu'en Grèce, ils ont perdu 50 000, 10 fois plus que nous, et ils ont eu que 2 ou 3 victimes. Donc, sincèrement, mon ami Chahben, il faut créer de la richesse,
du travail, ne pas acheter la paix sociale, pas de populisme. Une augmentation des salaires sans richesse derrière veut dire inflation. Mais comment le peuple, il est 19h46, il nous reste 4 minutes, mais comment le peuple aujourd'hui, il peut, selon vous, se réveiller? Parce que c'est vrai, quand on vous entend, et on connaît la situation au pays, les problèmes d'eau, enfin, on pourrait y passer voilà, des heures incapables, effectivement, de mettre des moyens pour gérer des feux. Comment le peuple peut, à un moment donné, sortir de cet engrenage, quelque part? Parce que là, on a un chef d'État qui a face à lui 4 journalistes, 1h45 d'interview. On a un peuple qui, d'un côté, est en train quand même de vivre des moments très douloureux à tous les niveaux, et on a un président tout de même qui est là en train de leur dire, mais voilà, tout va bien, vous inquiétez pas, je suis là. Comment on sort de ça? Comment le peuple demain peut essayer de se réveiller à nouveau? Il faut qu'il se secoue. Qui aurait pensé qu'en 2019, le président Bouteflika chute? C'était impensable que des généraux, des patrons de la gendarmerie qui se trouvent en fuite, le patron de la police qui se trouve en prison, une quarantaine de généraux sont en prison, 3 ex-premiers ministres sont en prison. Qui aurait pensé un jour que le peuple sortirait? Alhamdulillah, c'est grâce au Hirak. Et là, je garde toujours espoir et ne pas insulter l'avenir. Il faudrait attendre. Et voilà, comme il y a eu la chronique des années de braise, rappelez-vous du film de l'Akhdar Hamina, et ben voilà, donc il y a eu 54, il y a eu les 6 les chefs historiques qui ont été rejoints par les 3 autres chefs historiques, Ahmed Ben Bella ou Khidr, et il y a eu le déclenchement de la révolution. Merci, docteur. Il avait dit eh bien, Inch'Allah, ya Rabbi, demain se lèvera le jour, comme l'a dit M. Farhat Abbas. Allah yarahmou. Merci infiniment. On va écouter Abdelmajid Tebboune tout de même nous parler de l'Ades, l'Ouvia, les lentilles et les haricots. Et on donne le mot de la fin à Hassan Hilaj juste derrière. أزمانة في اللوبيا والرز والعدس هذه مقصودة والله العظيم أقسم بالله يا اللي حكمته إني ندم على النهار اللي زاد فيه. أنا نقول لك يعني راه يعطينا مؤشرات اليوم رانا في الصيف وزاد فيها يعني يغيبوها في الشتاء خليه يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. Hassan Hilaj, le mot de la fin, la petite minute, voilà, peut-être de l'espoir tout de même. D'abord dire un poème de Lounis Saïd Miglet qui dit en gros un homme qui ne dit jamais la vérité de toute façon n'a pas besoin de jurer. Alors sinon je voudrais terminer avec 2 chiffres et un appel d'un militant. Les 2 chiffres, c'est l'Espagne qui a 700 usines de dessalement, produit 2 millions de mètres cubes par jour. Et l'Arabie Saoudite, qui est aussi un des pays les plus équipés en usines de dessalement, produit 5,6 millions de mètres cubes par jour et pense porter ce chiffre à 8 millions par jour en 2025. Tout est dit. Alors, sinon, je voudrais terminer mon intervention parce que j'ai un militant qui m'a écrit un message sur Facebook, Abdelnor de Tizi Hebel, me demandant de faire passer un message pour demander à la fois au pouvoir public, pouvoirs locaux et aux citoyens de former des pompiers volontaires, à savoir que les pompiers volontaires pourront effectivement permettre une grande sensibilisation au niveau des incendies, conseiller les habitants, préparer l'intervention des secours, ceinturer les villages, créer des bouches d'incendie, capter toutes les sources d'eau possibles, éventuellement capter aussi l'eau de pluie, etc. Voilà, l'appel de Abdelnor Djebab de Tizi Hebel est passé. Je vous remercie. Très beau message. C'est vraiment
aussi les messages et les analyses que nous essayons de transmettre avec vous grâce à vous, Hassan Herash. Mohamed Lamine Chiban, merci, et merci à Abdou Samad d'avoir été avec nous. Nous reviendrons certainement demain soir pour encore continuer à décortiquer un peu ce dont a parlé Abdelmajid Tebboune. L'équipe en régie, merci infiniment pour le travail que vous faites. Dans un instant, mon ami confrère Jamaldine Benchenou, si je ne me trompe pas, et juste derrière El Omr avec mon ami confrère Atman. Bonne soirée, prenez soin de vous.